les années 60. Son application à l'environnement, c'était vers les années 80. On a commencé vraiment à se développer. Et là, pendant, bien sûr, cette conférence, je vais présenter une introduction concernant la photochimie. On va présenter aussi l'interaction photon-polluant dans l'environnement. Et on va parler, bien sûr, de la photochimie dans les autres surfaces. Bien sûr, sans oublier la matière organique naturelle qui se trouve dans le milieu et les ionotrates. On peut citer aussi les ions, les sels de fer. Et je vais terminer par une conclusion. Bon, l'introduction, bien sûr, comme vous le savez, comme vous le voyez tous ici, on va voir le devenir des polluants organiques qui sont soumis au rayonnement solaire. Bon, on a les sols, on a la végétation, on a les autres surfaces, et puis on a l'atmosphère, on a les nuages. Dans ces quatre compartiments, pratiquement, il y a des réactions photochimiques qui se déroulent. Comprendre ces réactions photochimiques dans cet environnement, c'est pas évident. Mais il faut que chaque polluant se caractérise. Maintenant, il faut prendre cas par cas, et chaque polluant a, bien sûr, ses conditions pour le traiter. La photochimie, c'est un ensemble de réactions de phototransformation consécutives liées, bien sûr, à l'absorption d'une énergie, d'un photon. Bon, il y a des propriétés intrinsèques pour chaque molécule, et puis il y a pas mal de paramètres qui vont intervenir, tels que le milieu, tels que les additifs qui sont dans la solution, et le pH, et pas mal de paramètres. Le principe, bien sûr, se résume, bien sûr, à une molécule qui se trouve à l'état fondamental. Une fois qu'elle absorbe un photon, elle se trouve à un état d'unicité singulier. Une fois qu'elle est singulier, elle est instable. Soit elle revient à son état fondamental en libérant l'énergie, soit en émettant une fluorescence pour revenir à l'état fondamental, ou encore transférer son énergie à l'état triplé. Et l'état triplé, il va y avoir plein de réactions au niveau de l'état d'unicité triplé. La durée, bien sûr, de vie, elle est très très courte au niveau de l'état singulier par rapport à l'état triplé. Bien sûr, de l'état triplé, elle peut revenir aussi à l'état fondamental, soit elle perd son énergie et revenir dans son état stable, ou encore émettre une phosphorescence et revenir à l'état fondamental. De l'état singulier, on peut observer des phototransformations à durée de vie trop courte, c'est des réactions très rapides, ou encore de l'état triplé, il peut y avoir aussi des transformations de polluants, ou encore des transferts d'énergie qu'on va voir par rapport à certains inducteurs tout à l'heure. Un petit exemple, s'il y a des transferts d'énergie entre l'oxygène moléculaire et l'énergie pour donner l'oxygène singulier qui va intervenir et réagir sur les polluants organiques. Bon, on ne peut pas parler de photochimie sans parler de rendement quantique, bien sûr. Le rendement quantique, quand il est bien maîtrisé, on peut le calculer. On peut dire qu'une réaction photochimique se déroule avec un bon rendement quantique, ce qui veut dire qu'elle donne de bons résultats. Le rendement quantique, c'est le nombre de molécules transformées sur le nombre de photons absorbés. Nous allons voir que pour certains composés, par exemple, il y a juste un photon sur 1000 qui va agir pour transformer la molécule. C'est-à-dire que certaines molécules nécessitent très très peu d'énergie, il y a d'autres molécules qui nécessitent beaucoup plus d'énergie. Bon, à titre d'exemple, le phénol, c'est l'exemple concret qu'on a développé depuis les années 60. C'est la molécule sacrifiée, comme je l'appelle. C'est une molécule et on constate, par exemple, que le 4-nitrophénol, il a un rendement quantique insignifiant. C'est-à-dire que là, on peut dire que les ions nitriques, déjà, inhibent pratiquement la phototransformation du 4-nitrophénol. On passe du phénol, le rendement quantique est de 10-3. C'est relativement élevé par rapport au 4-nitrophénol. L'hydroquinone a un rendement quantique de 10-2. Le 2,4-dichlorophénol, pareil, a un rendement quantique de 10-2. Et le 4-chlorophénol, il a un rendement plus important qui est de 0,60. De là, on peut expliquer bien sûr que pour certains substituants, si le phénol, quand il n'y a pas de substituant pour le phénol, on va voir qu'il y a éjection de l'électron, il y a un électron solvaté. Pour le chloro-4-phénol, on constate qu'il y a la scission de la liaison CCl, il y a éjection du chlore. Et puis avec le 4-nitrophénol, pratiquement rien ne se déroule, le rendement quantique est insignifiant et que l'effet de NO2 est désactivé, il inhibe la réaction. C'est-à-dire quand on se trouve dans l'environnement où il va y avoir, disons, des nitrophénols,
schéma. Le point bleu résume la Terre, le cercle pointillé, c'est l'atmosphère, et on constate que le Soleil émet un rayonnement UV. On a 30% de ce rayonnement qui est réfléchi, le reste, pratiquement 20%, qui est absorbé par des constituants gazeux, et puis on reçoit pratiquement des photons à partir de 300 nanomètres jusqu'au visible. Et là, le spectre solaire, on peut le résumer par ce schéma. On voit bien que les UVA, entre 400 et 315 nanomètres, on reçoit pratiquement 95% de ces UVA. Les UVB, c'est les 315 à 280, on reçoit 5%. Et croyez-moi que ces 5% de photons font énormément de transformations de polluants organiques dans l'environnement. Il y a des polluants qui absorbent directement dans ce domaine-là et qui sont tout de suite transformés. Ben, les UVC, pratiquement, Dieu merci, tant que la couche d'ozone est plus ou moins protégée, tant que la recherche de développement durable est en cours, tant que les conventions internationales sont en train de se développer, espérant qu'on n'aura pas des UVC, sinon ça va être la catastrophe sur le plan de la santé. Toujours, les composants étudiés des polluants, bien sûr, c'est des polluants organiques, c'est des polluants qu'on a constatés dans l'environnement qui se transforment. Le milieu est très complexe, le milieu présente de la matière organique, des ions, des sédiments, des planctons, des bactéries, il y a plein. Le milieu est très très complexe. C'est pour cette raison-là que les photochimistes s'intéressent beaucoup plus à des molécules cas par cas et dans des études de laboratoire. Quand on passe du labo vers l'application, ça pose vraiment problème parce qu'il y a des effets grands, il y a des compétitions entre différentes substances et il y a plein de choses qui se passent, bien sûr, dans l'environnement. Bon, les exemples, il ne lui manque pas des exemples. Maintenant, bon, l'éventail est très très grand concernant les polluants organiques. On a démarré par des molécules simples. L'histoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, des années 60, c'était le phénol,
dégradé par la plante. Là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours dans d'autres universités, bien sûr. Par nous, ce qui nous intéresse généralement, surtout le labo de Clermont et notre laboratoire, bon, c'est une collaboration très très longue, c'est depuis les années 80 qu'on travaille ensemble. Bon, j'étais le premier maillon de la chaîne de cette coopération. J'étais parmi les premiers qui avaient fait ramener la photocatalyse en Algérie. Et de là, on est parti, j'étais seul, et maintenant on se retrouve à peu près à une quarantaine de personnes qui travaillent là-dessus. Bien sûr, toujours en collaboration avec le laboratoire de Clermont. On a travaillé beaucoup plus sur les eaux. Et les eaux de surface, comme on le sait, qui présentent, c'est un milieu très complexe. Comme je l'ai dit, comme on ne peut pas se placer, vu les conditions, on ne peut pas se placer dans les conditions naturelles, pour prendre la matière organique naturelle, prendre les nitrates, les sels de fer, les colorants, tous les substituants dans l'eau, et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors nous, on travaille dans des conditions laboratoires, dans des solutions synthétisées, et on essaye de comprendre. Et puis on essaye d'extrapoler sur l'environnement. Pas sur les terres, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des travaux qui se font en ce moment sur les sols. Les gens utilisent des pesticides, par moment des pesticides périmés. Il ne faut pas oublier que, écoutez, on a 180 000 tonnes de DDT qui sont stockés à Mostaganem. Hein. C'est un pesticide très résistant, et qui est en ce moment stocké, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, il y a une équipe qui travaille là-dessus à sa transformation par leur équipe de Fenton. Bon, la végétation, comme je l'ai dit, là les gens, c'est encore très complexe. Les gens sont en train de comprendre quand le polluant est sur la végétation, sans mécanisme, le comportement de la plante vis-à-vis de ces polluants. Et il y a des travaux qui sont en cours. Bien sûr, des gens, surtout, il y a une équipe allemande qui travaille là-dessus. Ben, on va voir, nous, la photochimie dans les eaux. On va voir la matière organique issue de la dégradation, bien sûr, des animaux, des végétaux, et tout ce qui l'entoure. C'est ce qu'on appelle la matière organique naturelle. On va voir les substances minérales provenant des milieux de traversée, et puis on va terminer par les ions nitrates. Quand on va voir que le comportement, certains prétendent dire
singulier, elle peut perdre son énergie pour revenir à l'état fondamental, ou encore, elle peut émettre une fluorescence pour revenir à l'état fondamental, ou transférer son énergie par une transition intersystème pour s'exciter en état triplé. Bien sûr, elle perd un peu d'énergie pour revenir à l'état triplé, et de l'état triplé, elle peut émettre l'énergie, elle peut céder son énergie, elle revient à son état fondamental, ou encore, elle peut émettre une phosphorescence, ou encore de l'état singulier. Comme on le voit dans la flèche rouge, elle peut donner des radicaux qui vont participer à la dégradation des polluants organiques qui sont dans les eaux. On le voit bien là. Bon, là on voit une éjection de l'électron ici sur le côté. Il y a des mécanismes, soit de rupture de liaison entre deux suctions liées, ou encore par éjection de l'électron. Encore de l'état, on vient de le voir de l'état singulier, on va le voir de l'état triplé. Le tétratriplé peut transférer la molécule sans énergie à l'oxygène